J'observe les guerres modernes depuis longtemps et je peux vous dire, ce qui s'est passé ces dernières heures pourrait, à mon sens, constituer un tournant dans toute cette guerre. Non pas parce qu'il s'est produit quelque chose de nouveau sur le plan militaro-technique, mais parce qu'il s'est produit quelque chose de nouveau sur le plan politique et stratégique. Les États-Unis ont rompu le cessez-le-feu avec l'Iran et sont revenus aux opérations militaires actives. Et immédiatement, dès les premières heures, tout a dérapé. Je vais vous raconter ce qui s'est passé exactement. Les États-Unis ont annoncé le lancement d'une nouvelle opération, Project Freedom, Projet Liberté. Objectif officiel, assurer le passage des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, que l'Iran avait de facto fermé à la navigation. Selon le commandement américain, l'opération mobilise 15 000 militaires, plus d'une centaine de plateformes aériennes et navales, des destroyers équipés de missiles guidés. Et dès les premières heures de l'opération, des nouvelles alarmantes ont commencé à affluer. L'Iran a lancé des missiles de croisière, des drones et des vedettes rapides contre des navires américains et leurs alliés. Les Émirats arabes unis ont annoncé que leur système de défense aérienne avait intercepté 15 missiles et 4 drones tirés par l'Iran ce jour-là. Dans l'émirat de Fujairah, sur un terminal pétrolier, un incendie s'est déclaré. C'est, soit dit en passant, le principal port pétrolier des Émirats sur la mer d'Arabie, par lequel le pays expédiait son pétrole en contournant Hormuz. La cible n'a pas été choisie au hasard. Bahreïn a déclaré l'état d'urgence. Le Koweït est au bord d'une déclaration similaire. Le prix du pétrole Brent a dépassé 110 $ le baril. L'essence aux États-Unis a atteint 4,46 $ le gallon. Ce n'est plus un cessez-le-feu. Ce n'est plus un théâtre de blocus. Ce sont des opérations militaires actives qui peuvent dégénérer en guerre régionale à grande échelle. Et voilà la question que beaucoup posent. Qui a tiré le premier? Je vais y répondre directement. Techniquement, le premier coup, aujourd'hui, a été tiré par l'Iran. Mais je veux que vous compreniez le contexte. La veille, les États-Unis avaient annoncé Project Freedom, une opération militaire visant à escorter des navires dans un détroit qu'Oman considère comme ses eaux territoriales. Le gouvernement iranien a interprété cela comme une violation des conditions du cessez-le-feu. Il a prévenu publiquement toute force militaire étrangère, surtout américaine, qui tenterait d'approcher du détroit serait attaquée. Quand les navires américains sont entrés dans la zone, l'Iran a répondu. C'est une nuance très importante, parce que dans les médias occidentaux, on n'entendra qu'une chose. L'Iran a encore attaqué des navires américains. Alors que dans les faits, l'Iran a répondu à une opération militaire américaine menée par-dessus un blocus déjà existant instauré en avril. Et toute cette situation est la conséquence de la frappe américano-israélienne contre le commandement iranien du 28 février. Qui a tiré le premier? Aujourd'hui, formellement, l'Iran. Mais dans un sens plus large, cet épisode est un maillon d'une longue chaîne d'événements où l'agression initiale était américano-israélienne. Et le gouvernement iranien montre simplement à Washington « nous répliquerons ». Aujourd'hui, je vais analyser avec vous ce qui se passe. Pourquoi Washington a pris cette décision, ce que l'Iran peut faire en réponse, et surtout, pourquoi ce choix pourrait bien être, à mon observation, la fin non seulement de cette guerre, mais de beaucoup d'autres choses. Je peux me tromper, c'est normal pour un analyste. Mais si la logique de base est juste, et il me semble qu'elle l'est, alors dans les prochains jours, nous n'observons pas simplement une nouvelle escalade. Nous observons un moment structurel, après lequel le monde ne reviendra plus à ce qu'il était. Je commence par un tour de passe-passe politique très particulier, auquel peu de gens ont prêté attention. Le War Powers Act, la loi sur les pouvoirs de guerre, est en vigueur aux États-Unis depuis 1973. Cette loi autorise le président à mener des opérations militaires sans l'accord du Congrès pendant 60 jours au maximum. Passé ce délai, le Congrès doit soit approuver la poursuite des opérations, soit exiger le retrait des troupes. 60 jours à partir du début de la guerre, le 28 février, arrivait à échéance début mai. Le Congrès devait voter. Et voilà ce que Trump a fait. Vendredi, quelques jours avant l'expiration du délai, il a envoyé une lettre au Congrès. Dans cette lettre, il déclarait que les opérations militaires contre l'Iran avaient cessé depuis le 7 avril. Autrement dit, il proclamait formellement qu'il n'y avait plus de guerre. Donc, le Congrès n'avait pas besoin de voter. Et 36 heures après cette lettre,
il annonçait Project Freedom, c'est-à-dire en réalité une nouvelle opération militaire. C'est une tentative de contourner la loi, pas la plus habile qui soit. Parce que la loi prévoit que le décompte commence au moment du déploiement des forces. Or, les troupes américaines sont dans la région depuis plus de 60 jours. La loi est déjà violée. Project Freedom n'est pas une nouvelle opération. C'est la continuation de la même guerre sous un autre nom. Mais à Washington, pour beaucoup, la forme compte aujourd'hui davantage que le fond. Maintenant, la question principale. Pourquoi Washington a-t-il repris la guerre précisément maintenant? Logiquement, cela paraît absurde. Il y a quelques semaines à peine, les États-Unis eux-mêmes insistaient pour un cessez-le-feu. Ils avaient eux-mêmes mis fin à la phase active de la guerre. Ils avaient eux-mêmes basculé vers une stratégie de pression économique que le secrétaire au Trésor Scott Bessent appelle Project Economic Fury. Projet Fury économique. Qu'est-ce qui a changé en ces quelques semaines? Pourquoi ce brusque revirement? Je vais essayer de donner la réponse la plus plausible. Premièrement, la stratégie de pression économique a échoué. Toute la campagne de communication des dernières semaines reposait sur un seul argument. L'économie iranienne est au bord de l'effondrement. Bessent déclarait publiquement « Les réservoirs de pétrole iraniens sont remplis à 98%. Il n'y a plus de place pour stocker. Il faudra bientôt arrêter la production. Les puits se détérioreront faute d'entretien. L'Iran ne tiendra pas plus de quelques semaines. » Cela sonnait impressionnant. Sauf que tout cela s'est révélé faux. La réalité est tout autre. L'Iran continue d'exporter du pétrole. Par plusieurs routes terrestres, via la frontière pakistanaise, circule un flux constant de marchandises et d'approvisionnement. Des dizaines de milliers de conteneurs, des millions de barils de pétrole. L'Iran gagne des devises fortes par ces canaux. Bien plus, selon certaines estimations, en 2 mois de guerre, l'Iran a gagné davantage que pendant toute l'année précédente, grâce à la hausse des prix du pétrole. Et à un moment donné, ces rapports sont parvenus au président. Alors est née une décision panique. Si la pression économique ne fonctionne pas, il faut revenir à la pression militaire, d'urgence. Deuxièmement, la catastrophe politique intérieure de Trump. Un taux d'approbation d'environ 34%. 62% des Américains désapprouvent son bilan. Ce sont des niveaux historiquement bas. Les prix du carburant augmentent. La réserve stratégique de pétrole est épuisée. Les élections de mi-mandat au Congrès se profilent à l'horizon. Le président a désespérément besoin d'une victoire, n'importe laquelle. Troisièmement, l'influence de certaines structures de lobbying à Washington. C'est un point délicat que je vais essayer de formuler analytiquement. De nombreux observateurs ont remarqué que la politique américaine envers l'Iran ces derniers mois est déterminée non seulement par le département d'État, ni uniquement par le Pentagone. Certains think tanks, étroitement liés aux intérêts israéliens, y jouent un rôle considérable. L'un d'eux, la Foundation for Defense of Democracies. Cette organisation a été fondée avec des liens directs avec l'appareil de politique étrangère israélien. C'est de ce centre que proviennent aujourd'hui de nombreux documents conceptuels qui fondent les décisions de Bessent et d'autres figures clés de l'administration. Cela signifie qu'une part significative de la stratégie américaine est en substance la mise en œuvre d'intérêts israéliens, ce qui crée un conflit structurel, parce que les intérêts israéliens dans cette région et les intérêts des États-Unis en tant que puissance mondiale ne sont pas la même chose. Quand un pays est guidé par les lobbyistes d'un autre pays, il prend des décisions qui travaillent contre ses propres intérêts. Maintenant, le plus important, ce que l'Iran peut faire en réponse. Et c'est ici qu'apparaît une particularité stratégique qui mérite attention. Le gouvernement iranien, ce sont des hommes qui ont une expérience du combat. Le président Pezeshkian, ancien médecin au sein du corps des gardiens de la révolution islamique pendant la guerre Iran-Irak. Le ministre des Affaires étrangères Arakchi, simple soldat du même corps. Le président du Parlement Ghalibaf, également vétéran. Le chef des gardiens, le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, tous sont issus de cette guerre. Une guerre qui a coûté la vie à 200 000 soldats iraniens et 60 000 civils. Une guerre qui a duré 8 ans. Ces hommes connaissent la guerre non pas à travers des briefings, ils en connaissent le prix. Et ils connaissent une règle. Quand on essaie de vous acculer, on ne répond pas de façon symétrique. On escalade de telle sorte que l'adversaire regrette d'avoir commencé. Que voyons-nous dans les premières heures après la reprise des combats? L'Iran ne s'est pas concentré uniquement sur les navires américains. Il a immédiatement frappé les Émirats. Les infrastructures pétrolières de Fujairah. C'est un signal à tous les pays arabes du Golfe,
Arabie Saoudite, Bahreïn, Koweït, Qatar. Si vous continuez à soutenir l'opération militaire américaine contre nous, nous détruirons vos infrastructures. Pas les leurs, les vôtres. Et ce signal fonctionne. Bahreïn a déclaré l'état d'urgence en quelques heures. Le Koweït se prépare. Ces pays comprennent, si la guerre continue, ils cesseront d'exister en tant qu'État moderne. Leurs infrastructures pétrolières seront détruites. Les usines de dessalement, sans lesquelles il n'y aurait plus d'eau aux Émirats et en Arabie Saoudite, seront anéanties. Je veux que vous compreniez l'ampleur de cette menace. Les États arabes modernes du Golfe ne sont pas des pays au sens ordinaire du terme. Ce sont des plateformes pétrolières entourées de villes. Si l'on détruit les infrastructures pétrolières et les usines de dessalement, ces pays cessent d'exister en tant que sociétés fonctionnelles. Plus d'eau, plus d'argent, plus d'électricité. Des populations de 10 à 20 millions de personnes se retrouvent dans une situation catastrophique. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est un fait technique. Et le gouvernement iranien démontre qu'il est prêt à aller jusque-là si la menace sur sa propre existence devient réelle. Parallèlement, l'Iran a revu sa position de négociation. Le plan était en 10 points, il en compte maintenant 14. La position est plus dure, le délai est plus court. Et surtout, Téhéran a officiellement retiré de l'ordre du jour la question de l'enrichissement nucléaire. Il a déclaré qu'en tant que signataire du traité sur la non-prolifération, il a pleinement le droit d'enrichir de l'uranium à des fins pacifiques. Il exercera ce droit. Washington peut oublier les négociations sur ce sujet. Je veux m'arrêter ici sur le rôle des Émirats arabes unis, parce qu'il s'y passe quelque chose qui mérite attention. Ces dernières semaines, les Émirats ont pris une série de décisions stratégiques très risquées. Ils ont accepté de déployer sur leur territoire des systèmes de défense aérienne israéliens, avec des militaires israéliens qui les opèrent. C'est-à-dire que sur une terre arabe se trouvent aujourd'hui des soldats israéliens. C'est une situation sans précédent dans le monde arabe. Réfléchissez un instant. Il y a 75 ans, les pays arabes menaient contre Israël plusieurs guerres précisément pour la terre arabe. Et maintenant, un pays arabe invite volontairement des soldats israéliens sur son territoire. C'est une transformation historique. Les Émirats ont fait un choix stratégique définitif. Ils sont sortis de la position arabe commune. Ils se sont liés aux accords d'Abraham, au projet du Grand Israël. C'est un pari risqué. Il n'a que deux issues. Soit les États-Unis et Israël remportent une victoire stratégique totale sur l'Iran, alors les Émirats gagnent. Soit cette victoire n'a pas lieu, et les Émirats se retrouvent dans une situation existentielle. La possibilité de faire marche arrière est presque nulle. Ils sont allés trop loin. Maintenant, le moment le plus sous-estimé de toute cette guerre. L'état réel de l'arsenal militaire américain. Quand le secrétaire au Trésor Bessant parle de la nécessité d'augmenter la production militaire, il raisonne selon la logique de la Seconde Guerre mondiale. La logique selon laquelle on peut reconvertir des usines en production d'armement en quelques mois. Cette logique ne fonctionne plus aussi vite que Washington le souhaiterait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Une arme de précision moderne, ce n'est pas un char. C'est un système dont l'essentiel n'est pas le métal ni la puissance, mais la précision. Et la précision est assurée par des composants faits de certains matériaux. En particulier, les missiles Tomahawk, les intercepteurs Patriot PAC-3, les intercepteurs THAAD, tous nécessitent des terres rares, du samarium, du néodyme, du dysprosium. Ces métaux sont utilisés dans les aimants des systèmes de guidage de précision. Sans eux, le missile vole, mais ne touche pas sa cible. Qui contrôle la production mondiale de terres rares? La Chine. Environ 70% de l'extraction mondiale, environ 90% de la transformation mondiale. Et qu'est-il arrivé hier? La Chine a officiellement ordonné à ses banques et à ses raffineries d'ignorer les sanctions américaines contre l'Iran. C'est un changement très significatif. Cela signifie que Pékin ne joue plus le jeu américain. Et cela signifie que les livraisons de terres rares vers les États-Unis ne vont que diminuer. Et avec elles, les capacités de l'industrie de défense américaine. Je veux aborder cette question avec prudence, parce que dans les médias occidentaux, on entend souvent « Les États-Unis ont des arsenaux illimités ». Ce n'est pas tout à fait exact, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les propres centres stratégiques américains. L'un des centres américains les plus respectés, le Center for Strategic and International Studies à Washington, a publié ces dernières années une série de rapports sur l'état des stocks d'intercepteurs. Et voici ce qu'il montre. En décembre 2025, l'arsenal de l'Agence américaine de défense antimissiles comptait environ 414 intercepteurs SM-3, ce sont les missiles navals du système Aegis, et environ 534 intercepteurs THAAD, le principal système de protection contre les missiles balistiques à moyenne portée. Moins de 1000 intercepteurs pour les deux systèmes principaux. C'est tout l'arsenal. Les stocks de Patriot PAC-3, le principal intercepteur de théâtre,
avait, selon des analystes militaires, chuté à mi-2025 à environ 25% de ce que le Pentagone lui-même juge nécessaire. Autrement dit, le Pentagone estime qu'il en faudrait 4 fois plus, et il ne les a pas. Que se passe-t-il du côté de la production? Elle augmente. Il faut le reconnaître honnêtement. Lockheed Martin a fabriqué environ 600 PAC-3 en 2025, soit 20% de plus que l'année précédente. D'ici 2027, la production devrait atteindre 750 missiles par an. Et il existe un accord cadre du ministère de la Défense avec les fabricants pour une montée progressive jusqu'à 2000 missiles par an. Mais ce n'est envisageable qu'au début des années 2030. Il y a donc des plans. Et ces plans sont réalistes à condition d'un financement stable et de chaînes d'approvisionnement en composants stables. Le problème est ailleurs. Il est dans le rythme de consommation. Pendant la guerre des 12 jours de l'été dernier, selon le CSIS, les États-Unis ont utilisé entre 100 et 150 intercepteurs THAAD et environ 80 SM-3 pour défendre Israël. Un seul épisode de 12 jours. Environ 30% de tout l'arsenal THAAD dépensé. Un expert du Stimson Center a calculé. Si la guerre actuelle se poursuit au même rythme, la moitié de tout l'arsenal américain d'intercepteurs sera consommé en 4 à 5 semaines. Et reconstituer ce stock rapidement est impossible. La production de THAAD, environ 12 à 25 missiles par an. 12 par an. Ce qui est dépensé en un seul épisode de guerre se fabrique en plusieurs années. Peut-on augmenter le rythme de production? Oui. Mais cela ne requiert pas seulement de l'argent. Cela demande d'élargir les capacités de production, de former du personnel, de développer les chaînes d'approvisionnement en composants et surtout un accès stable aux terres rares que contrôle la Chine. C'est là que se referme le piège. Les États-Unis ont pendant des décennies délocalisé leur industrie en Asie pour réduire les coûts. Ils ont économisé des milliards grâce à la faiblesse des salaires locaux. Mais maintenant, quand il faut rapidement augmenter la production d'armements stratégiques, il s'avère que les composants clés doivent être achetés à celui contre qui, en substance, on se prépare à faire la guerre. Ce n'est pas un problème qu'on peut régler en un mois. Créer une production propre de terres rares aux États-Unis, c'est 5, peut-être 10 ans de travail. Des mines, des usines de transformation, des spécialistes, des autorisations environnementales, des dizaines de milliards de dollars d'investissement. Et la guerre, elle, se déroule maintenant. C'est pourquoi, quand l'Iran a démontré lors de la guerre des 12 jours qu'il peut lancer des milliers de missiles en un seul épisode, cela a posé à Washington une arithmétique très inconfortable. Quelques épisodes de ce type et l'arsenal d'intercepteurs atteindra un niveau critique. Et aucune montée en puissance de la production n'y remédiera rapidement. Les Iraniens, d'ailleurs, ont déjà montré à plusieurs reprises que la défense américaine présente des lacunes sérieuses. Il y a quelques semaines, un chasseur iranien obsolète, un appareil vieux de 50 ans, a réussi à percer le dispositif de défense aérienne américain et à frapper une cible au Koweït. Et cela, malgré toutes les déclarations du Pentagone sur la destruction totale de l'aviation iranienne. Si un avion de 50 ans peut traverser votre défense antiaérienne, c'est que cette défense a des failles sérieuses. Voilà ce qui est, à mon avis, la véritable catastrophe stratégique de la reprise de la guerre. Non pas les États-Unis n'ont pas de missiles, ce serait exagéré. Mais les États-Unis n'ont pas assez de missiles pour une guerre longue et intense, et le rythme de consommation dépasse de façon critique le rythme de renouvellement. Ce sont deux thèses très différentes. La première est de la propagande, la seconde est analytiquement exacte. Quand vous reprenez une guerre dans laquelle chaque épisode dévore des mois de production de vos systèmes clés, vous dégradez votre position chaque jour de combat. Et je veux ici faire une parallèle historique. 1991, la guerre du Golfe. Les États-Unis menaient une campagne aérienne de 40 jours contre l'Irak. Ils bombardaient sans interruption. On estimait que les infrastructures militaires irakiennes étaient totalement détruites. Chaque soir, les chaînes américaines diffusaient des images de frappes de précision. On avait l'impression d'un écrasement total de l'adversaire. Puis la guerre s'est terminée. Et l'un des anciens ministres irakiens, un général qui supervisait l'industrie militaire, a commandé une évaluation interne des dommages réels, selon des sources irakiennes. Que montrait cette évaluation? Que la campagne aérienne américaine n'avait presque rien accompli de stratégique. On bombardait des bâtiments vides. L'essentiel de l'industrie irakienne avait été évacué et conservé. Les dégâts militaires réels étaient bien inférieurs à ce qu'annonçait le Pentagone. Je pense que
quand cette guerre avec l'Iran se terminera et qu'une évaluation objective deviendra possible, nous verrons un tableau similaire. Les Iraniens sont capables de reproduire le même résultat. Ils ont évacué les infrastructures stratégiques bien avant le début de la guerre. Ils ont conservé leur complexe de missiles dans des tunnels montagneux fortifiés. Ils ont protégé leur programme nucléaire profondément sous terre. Maintenant, ce qui va se passer avec l'économie mondiale, parce que cela concerne chacun d'entre nous. Si la guerre continue et s'intensifie, les prix du pétrole peuvent bondir jusqu'à 200 $ le baril, peut-être davantage. À ces niveaux, l'économie mondiale ne survit tout simplement pas dans sa forme actuelle. C'est de la mathématique. Que se passera-t-il? Une pénurie de matières premières critiques. Déjà maintenant, environ 20% des approvisionnements mondiaux en pétrole sont perdus. Environ 35% des approvisionnements mondiaux en urée, le principal composant des engrais agricoles, 25% des approvisionnements mondiaux en gaz naturel liquéfié, des approvisionnements en hélium et en acide sulfurique. Ce sont tous des composants critiques pour l'économie mondiale, qu'on ne peut pas remplacer rapidement. Les compagnies aériennes annulent déjà des vols massivement. En Europe, Lufthansa a annulé 20 000 vols. D'autres compagnies européennes ont cessé la formation de nouveaux personnels. Et c'est toujours le dernier signal avant une faillite. Les prix de l'essence aux États-Unis augmentent rapidement. En Californie, déjà au-dessus de 6,60 $ le gallon. Sur la côte ouest et au Midwest, de façon catastrophique. Et tout cela se produit avant le vrai choc, qui est encore à venir. Parallèlement, les États-Unis s'enfoncent dans la dette publique. Quand Trump est arrivé au pouvoir en janvier 2025, la dette publique s'élevait à 37 trillions $. En 11 mois, elle a augmenté d'1 trillion, puis encore d'1 trillion, en 77 jours. La guerre coûte cher. Très cher. Chaque avion abattu, chaque missile tiré, chaque station radar endommagée, c'est des centaines de millions de dollars. Et maintenant, ce qui va se passer. Je vais essayer de dégager 3 directions possibles pour la situation dans les jours et les semaines à venir. Sans pourcentage de probabilité, ce n'est pas mon style. Je vais simplement les exposer. Première direction, l'escalade continue. L'Iran intensifie ses frappes sur les Émirats et les autres alliés arabes de Washington. Les prix du pétrole bondissent à 200 $ le baril. L'économie mondiale entre dans une crise aiguë. Ce scénario est une catastrophe pour tout le monde. Deuxième direction, Washington recule. Sous la pression des pertes militaires, du choc économique et des critiques intérieures, Trump annonce que les objectifs ont été atteints et retire les troupes. Il proclame la victoire. L'Iran ne s'y oppose pas. C'est le scénario le plus favorable. Je ne suis pas certain que Trump soit capable de prendre cette décision dans son état actuel. Mais la possibilité existe. Troisième direction, l'enlisement. La guerre continue à bas niveau. Des échanges de tirs, des frappes, des réponses. Les prix du pétrole se maintiennent à un niveau élevé, mais pas catastrophique. Toutes les parties perdent lentement. Personne ne peut proclamer la victoire. Lequel de ces scénarios verrons-nous? Honnêtement, je ne sais pas. Trop de choses dépendent des décisions de personnes précises à des moments précis. Mais une chose, je peux la dire. La reprise de la guerre n'était pas une décision fondée sur une bonne analyse stratégique. C'était une décision prise dans la panique, le désespoir, l'absence d'autres options dans la perception du président et de son entourage immédiat. Et voilà un autre point que je veux souligner et qui me semble d'une importance critique. Le sommet américano-chinois prévu dans les prochaines semaines est maintenant très incertain. Il sera peut-être annulé parce que Pékin observe ce qui se passe à Washington et tire ses propres conclusions. D'ailleurs, Xi Jinping a récemment fait une déclaration qui dit beaucoup. Il a dit « La Chine a tout ce qu'il faut pour le statut de grande puissance. La puissance d'État, les technologies, la culture, l'industrie militaire, la construction navale. Ce qui manque à la Chine, c'est une présence sérieuse dans le système financier mondial. Désormais, cela changera. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que Pékin va accélérer le processus de dédollarisation, évincer le dollar américain des règlements mondiaux, créer des systèmes financiers alternatifs. Et la Chine a les ressources pour cela. 4 des 10 plus grandes banques mondiales sont déjà chinoises. Pas américaines, pas européennes, chinoises. C'est un signal sérieux. Quand les plus grandes puissances du monde cessent de considérer les États-Unis comme un partenaire de négociation fiable, la capacité américaine à peser sur les processus mondiaux se réduit brutalement. C'est l'érosion de l'hégémonie en temps réel. Alors, pour conclure, les États-Unis sont retournés dans une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner, avec des objectifs qui ont déjà échoué, avec des armements qui s'épuisent, avec des alliés dans la panique, avec un adversaire qui est mieux préparé à cette guerre qu'eux, avec la Chine qui observe et tire ses conclusions. Ce n'est pas la position d'un pays prêt à mener une guerre sérieuse. C'est la position
position d'un pays acculé par ses propres erreurs et qui décide de sortir de son coin de la façon la plus désespérée, en fonçant en avant, en essayant de traverser le mur à toute force. Le mur ne cède pas, le mur tiendra. Et la situation de l'assaillant risque de se dégrader bien plus qu'avant la tentative. Je ne me réjouis pas de cela. Une sortie chaotique des États-Unis de leur position dominante, c'est mauvais pour tout le monde. Cela crée de l'incertitude, augmente les risques de conflits majeurs, détruit le commerce mondial. Je souhaiterais que la transition vers le nouvel ordre mondial se déroule de façon plus ordonnée et moins douloureuse. Mais la situation est ce qu'elle est. Et pour nous, observateurs, il est important de la comprendre. Pour ne pas tomber dans le piège des récits construits pour cacher la réalité des choses. Chères spectatrices, chers spectateurs, de quel pays regardez-vous et quelle est l'ambiance là-bas concernant ce conflit? Écrivez-le dans les commentaires. Notre équipe a traduit ce contenu spécialement pour le public francophone afin de transmettre ces réflexions avec la plus grande précision et clarté possible. Si quelque chose a suscité des questions, nous sommes impatients de lire vos commentaires.